sur La Vérité si j'entreprends. Moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je suis super heureuse de recevoir Romane Kove qui est coach sportive mais pas que, puisqu'elle se forme aussi sur la neuroscience, la psychologie et bien d'autres. Et vous allez voir, elle a une façon de voir les choses et d'aborder les choses même que j'adore et ça me tenait à cœur du coup de l'inviter sur ce podcast. Vous allez voir à travers cet épisode, on parle de beaucoup de choses, que ce soit comparaison, manque d'amour propre, le parallèle entre le sport et le business en ligne, dépasser ses peurs et même l'impact du système digestif sur nos comportements. Bref, on aborde vraiment beaucoup de choses. C'est un échange ultra passionnant, donc j'espère que ça va vous plaire. Et je préfère vous prévenir aussi, Romane parle vite comme moi, donc normalement vous êtes habitués. Mais étant donné que parfois elle aborde des sujets plus complexes, n'hésitez pas à ralentir au besoin. Et je vous laisse du coup avec notre échange ultra enrichissant. Et puis je vous souhaite une bonne écoute. Hello Romane, bienvenue dans La Vérité si j'entreprends. Je suis trop contente de t'avoir sur le podcast depuis le temps. On doit le faire en plus cet épisode. Coucou, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait je crois que c'est depuis octobre que tu m'avais contacté pour qu'on le fasse. Mais c'est difficile quand on est auto-entrepreneur de trouver le temps de faire tout et n'importe quoi. On est toujours focus sur 1000 choses à la fois. Donc je me présente rapidement. Donc moi je suis coach sportif depuis 2017. J'ai un BPGEPS à GFF et je suis également depuis l'année dernière en bachelor en psychologie depuis que j'ai déménagé au Canada et à côté je poursuis également une formation en méditation basée sur la neuroscience. Trop bien, de toute façon on va aborder un petit peu tout ça puisque l'idée de cet épisode c'est d'aborder plein de sujets. J'ai plusieurs questions pour toi par rapport à ton vécu, ton expérience, ton métier, ce que tu fais, etc. Donc on va commencer, on va dire facile, j'ai envie de dire, pour aller un peu crescendo. Ouais, bien sûr. Donc moi, la première question, alors j'aime beaucoup dire qu'il y a beaucoup de ressemblances justement entre la discipline de la musculation et du business en ligne, que ce soit pour la discipline justement, la motivation, le fait qu'il n'y ait pas de secret pour avoir des résultats, ça j'insiste. Et ce que j'adore avec toi, c'est que tu nuances justement beaucoup tes propos, t'aimes aller au-delà en fait de ce qui est déjà acquis, t'individualises beaucoup ce que tu dis, en rappelant que ce sont des conseils, etc. Et je trouve que tu te démarques beaucoup dans ton secteur. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours plus entrepreneurial, on va dire? Comment t'as fait, toi, pour construire une communauté si engagée et vendre aussi derrière? Parce que c'est quand même le but quand on a une grosse communauté. Est-ce que, tu peux nous parler de cet aspect un peu plus business de ta vie? Oui, tout à fait. Pendant longtemps, j'ai pas du tout assumé l'auto-entrepreneuriat. Je sais pas si toi, ça te l'a fait au début, mais moi, je pense qu'on a tous un peu ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur quand on commence. Mais déjà, je suis pas arrivée sur Instagram dans le but d'être auto-entrepreneur. Moi, c'était vraiment juste du fitness à la base. Et puis, j'ai vu l'opportunité parce que j'avais une communauté qui grandissait. Mais à ce moment-là, j'étais pas tellement focalisée sur le fait d'être vraiment très transparente parce que même mes connaissances n'étaient pas suffisantes pour l'être. Et puis finalement, j'ai passé le BPGEPS parce que je voyais vraiment que le sport, moi, ça m'avait apporté énormément de stabilité. Enfin, un peu de stabilité parce que j'étais pas non plus très très stable dans tous les cas. Et je pense que l'auto-entrepreneuriat, ça a pas été facile justement parce que déjà de base, j'étais pas très stable. Donc je pense que l'auto-entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut envisager à n'importe quel moment de sa vie, même si on a déjà une bonne idée de base. Peut-être que il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu avant de vraiment se lancer. Moi, j'ai toujours qu'il faut quand même prendre le temps d'avoir un plan. Je sais pas comment t'appelles ça, un business plan, mais c'est vrai que moi, je m'y suis lancée un peu dans tous les sens et c'est vrai que je regrette parce que j'ai dû arrêter plusieurs fois, j'ai fait plusieurs pauses parce que j'assumais pas, j'étais vraiment pas bien d'avoir la pression de devoir assurer mon salaire, etc. Et j'avais l'impression de vraiment pas avoir ma place. Mais bon, ça, je pense que c'était vraiment un problème plus profond, un problème d'estime de moi et pas vraiment le problème de mes capacités mentales, parce que ça c'était, je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc plus j'acquiers de connaissances et plus les réseaux sociaux m'énervent. Ça c'est la base où j'en suis au début de mon
l'auto-entrepreneuriat, c'est que vraiment, à chaque fois que j'avance dans mes recherches, je me rends compte que les réseaux sociaux sont très réducteurs, que les réseaux sociaux vont surfer sur le sensationnel et que va y avoir très très peu de place pour la flexibilité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énervée parce que moi, j'ai toujours eu une vision très globale des choses. Dans tous les raisonnements que j'ai toujours eu dans ma vie, j'ai toujours essayé de prendre du recul et de voir les choses dans leur ensemble, de prendre le temps, de prendre une pause. Et c'est quelque chose que je retrouvais pas avec les réseaux sociaux. Et j'en avais un peu marre qu'on aille toujours au plus simple. Moi, j'ai besoin de décortiquer les choses, de vraiment les analyser en détail. Et c'est pour ça que je pense que ma communauté est partie de là à grandir à partir de ça, parce que j'ai voulu dire aux gens, mais c'est pas parce que vous faites cet exercice-là que vous allez ressembler à cette personne, c'est pas parce que vous suivez mon programme que vous allez me ressembler, c'est pas. Et ça, je pense que les gens, comme ils se rendent compte de toute façon au bout d'un moment d'eux-mêmes, parce que j'en ai marre qu'on prenne des gens pour des idiots, ils se rendent compte d'eux-mêmes au bout d'un moment que c'est pas parce qu'ils font mon programme qu'ils vont me ressembler. Je pense que si je l'avais pas dit dès le départ, donc c'est aussi un peu du marketing, hein, on va pas se mentir, l'empathie, la transparence, c'est aussi du marketing, mais il faut le dire aux gens parce que dans tous les cas, ils vont s'en rendre compte d'eux-mêmes que c'est pas la réalité. Parce que les réseaux sociaux, ça nous fait toujours flamboyer des résultats extraordinaires, toujours une vie vraiment parfaite, positive, où il y a vraiment pas de place au négatif. Et moi, ça m'énerve parce que je pense que la plupart de ma vie entière, je l'ai passée dans le négatif. Et à chaque fois, comme dire, non mais toi, j'aimerais trop te ressembler. Et j'avais envie de leur dire, mais vous n'aimeriez pas me ressembler. Je tiens à peine la maison. Et c'est pour ça aussi que c'était difficile pour moi de faire du coaching personnalisé, parce que j'étais déjà à peine capable de m'occuper de moi. Mais j'avais quand même cet avantage-là de voir les choses dans leur globalité et de dire aux gens, attendez, ce qu'elle dit cette personne-là, faut quand même le nuancer un tout petit peu. Quelles sont les études derrière, comment tu back up ce que tu es en train de dire. Et c'est une discipline qui est un peu difficile déjà, parce que quand on est une femme et qu'on fait de la musculation, ça commence quand même vraiment à se démocratiser pour les femmes, mais c'est quand même une discipline où vraiment, si t'es coach sportive et une femme, je trouve qu'il y a quand même beaucoup encore de problèmes avec ça vis-à-vis des hommes, notamment sur TikTok. J'ai envie de flinguer tous les 2 matins avec TikTok, mais je trouve que quand même ça s'améliore. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est une discipline qui est toujours en mouvement. Il y a toujours des nouvelles recherches, toujours des nouvelles études qui se contredisent toutes, et on est vite dépassé dans ce milieu. Donc voilà, j'essaye vraiment de temporiser et d'avoir plus de flexibilité mentale. Ça va être vraiment le fil rouge de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la flexibilité mentale. Ouais, exactement. Puis j'allais dire que toi, t'as vraiment une approche psychologique par rapport aux autres, où t'apportes un contexte scientifique, un ressenti finalement, parce que tu te bases sur beaucoup d'études. Moi, je te suis depuis très longtemps maintenant, depuis, je pense, tes débuts. Et ce que j'adore chez toi, c'est que justement, tu dis les choses sans bullshit, et que on dit souvent que tout ce qui est bullshit, la fausse honnêteté fait vendre, mais peut-être que d'ailleurs tu vas nous l'expliquer par la suite, mais en quoi l'honnêteté aussi peut faire vendre sans prendre de raccourcis, parce que pour moi t'en es la preuve vivante. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi, et il y aura toujours des personnes un peu naïves finalement, parce qu'elles sont peu informées. Ce qui fait aussi qu'il y a pas mal d'influenceurs, encore plus dans ton domaine, qui se mettent à chercher des techniques vraiment sorties d'un chapeau magique pour essayer de continuer à intéresser son audience. Et du coup, ça donne cette impression qu'il y a un secret qui permet d'avoir des résultats qu'on n'a pas déjà avec les basiques. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment une comparaison pour moi entre le sport et le business en ligne, parce que tu peux pas perdre 10 kilos sans rien faire, comme tu vas pas gagner 10 000 euros en un mois sans faire des efforts finalement. Donc et c'est ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est qu'il n'y a pas de secret, mais il y a beaucoup d'attentes irréalistes finalement de ce qui est possible d'obtenir grâce à la musculation, et toi tu démocratises tout ça. Et justement, est-ce que tu vois que tu as des retours positifs de ton audience par rapport à ça? C'est quelque chose qui fait que tu démarques des autres, ou les personnes préfèrent aller vers des personnes qui justement montrent que des choses parfaites, etc., sans dire forcément par quoi elles passent? Eh ben c'est une question très intéressante, parce que d'une part, oui, effectivement, il y a des gens me disent beaucoup qu'ils me suivent parce que je suis honnête et parce que je suis transparente et parce que je dis pas que voilà, tout le monde peut avoir les mêmes résultats. Mais de manière paradoxale, il y a aussi beaucoup de gens qui vont suivre des influenceurs qui n'ont pas forcément les connaissances, mais qui ont l'apparence.
Et à chaque fois, c'est vrai qu'on m'envoie souvent, ah, et qu'est-ce que tu penses d'elle? Elle, je la suis, je l'adore. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dit? Et ça, c'est aussi le problème, c'est que c'est pas parce qu'on a une apparence fit qu'on y connaît, qu'on s'y connaît forcément. Et je dirais que c'est pas parce qu'on est fit qu'on est capable de coacher les gens. Et je sais qu'il y a des gens qui font du coaching en ligne alors qu'ils sont pas forcément diplômés. Cela dit, je nuance encore une fois, le diplôme ne veut pas dire grand-chose, surtout le BPGEPS AGFF qui est pas terrible du tout. Mais je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des lacunes et j'en faisais partie avant, malgré mon diplôme, que ce soit en biomécanique, ça c'est terrible, le nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et ne savent pas comment ils se servent des machines. Donc j'essaye un peu de faire bouger les choses justement en ce moment depuis le début d'année. Je me suis dit il faut que moi aussi j'essaye d'agrandir mes connaissances, mais ça aussi ça amène beaucoup de polémiques. J'ai beaucoup de commentaires qui disent oui mais moi j'ai un bon ressenti, je suis ce programme-là, on m'a dit que c'était très bien, nanana. Et ça encore une fois il faut dire bon ben fais ce que tu veux si tu penses que parce que je suis pas là pour imposer une idée, je dis juste c'est certainement la meilleure façon de faire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de me suivre juste parce que je dis exactement la vérité proche de la science. Il y a des gens qui aiment suivre quelqu'un juste parce que pour sa personnalité, pas pour forcément parce qu'il est très science-based. Et je dirais d'ailleurs que une des armes des influenceurs, c'est l'empathie. Je pense que même toi, dans ton métier, tu dois recommander aux gens de partager des aspects de leur vie pour justement créer cette connexion. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui abusent de cette empathie et c'est pas une vraie empathie. Et je sais pas. Alors je dis pas que je suis Irma la voyante, que je vois tout, mais c'est vrai que comme je suis un peu dans les coulisses, j'arrive à voir quand il y a beaucoup de manipulation derrière l'empathie. Et je sais pas, genre, tu sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont reconnaître qu'elles ont fait une chirurgie, et comme ça, les gens vont se dire, ah, mais elle a reconnu telle chose, elle peut pas mentir sur le reste, alors que justement, c'est une stratégie, et ça, c'est quelque chose aussi que j'arrive à voir, on en avait déjà parlé la dernière fois, d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc, il y a la bonne empathie, bien sûr, mais je trouve que dans tous les cas, l'empathie, ça reste une arme marketing, et que même si t'es là pour partager, c'est quand même très bizarre, tu vois, de partager du positif comme du négatif avec des gens qui te connaissent pas. Et je pense qu'il y a, dans tous les cas, quelque part derrière, un besoin d'attention, ou alors un besoin monétaire. Il y a toujours un besoin derrière qui a besoin d'être comblé. C'est pas de l'empathie comme on aurait besoin de l'empathie d'un ami. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. Dans tous les cas, c'est pas forcément 100% honnête, même quand on est extra honnête, il y a quand même toujours tiens, voilà, là, je ressens ça aujourd'hui. Les gens vont connecter avec moi si je partage ça. Et dans tous les cas, il y a ce besoin d'attirer l'attention, de rallier les gens. Et ça peut être très positif d'ailleurs. Hein. Je dis pas que c'est absolument négatif. Oui, mais après, c'est vrai qu'on sait ce qui marche, la partie vulnérabilité, transparence, etc. Et je trouve que du coup, il y en a beaucoup qui abusent. Et encore une fois, parce que, je consomme ton contenu, donc je lis les commentaires qu'il y a aussi de tes abonnés, etc. Et toi, ce qui fait que les personnes te suivent régulièrement, c'est parce que finalement, t'as mêlé vraiment plusieurs dimensions dans les transformations que t'apportes plutôt. C'est la partie physique, tu m'arrêtes si je me trompe, la partie psychologie et la partie physiologie, c'est ça? Ouais. Et j'ai appris, c'est vrai que ça, je l'ai appris sans vraiment m'en rendre compte, je l'ai appris quand j'ai adressé moi-même mes problèmes hormonaux, parce que quand je suis arrivée au Canada, je me suis rendu compte qu'on en parlait beaucoup plus qu'en France. Je trouve que la médecine ici est beaucoup plus ouverte. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de mes problèmes sur mon aspect physique, de pourquoi j'arrivais pas à atteindre mes objectifs physiques, c'était à cause de ma physiologie, et que ma physiologie était impactée par ma psychologie, et inversement. Et cette année encore plus, maintenant que j'étudie en psychologie, je me rends compte à quel point les trois paramètres sont indissociables. C'est la même chose. Tout est lié, et là il n'y a pas de. C'est pour ça que aussi quand on m'envoie des questions pour me dire mais comment tu fais pour avoir des abdos tracés, mais comment. J'aime pas prendre les choses comme ça spécifiquement, parce que pour moi c'est une perte de temps et d'énergie monstre de vouloir se focaliser sur un petit défaut, parce que quand on a par exemple, je sais pas, un ventre ultra gonflé et que ça nous gêne juste esthétiquement, c'est que on n'a pas une image de soi qui est complète, c'est-à-dire qu'on n'a pas le recul sur peut-être qu'en fait il y a un problème sous-jacent derrière et que j'arrive pas à l'adresser parce que moi je me focalise que sur l'apparence. Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. De toute façon, les comportements généralement c'est des symptômes et c'est pas des causes, et ça on a tendance à vraiment l'oublier. Et je voulais rebondir sur ce que tu dis et en même temps sur ce que tu as dit un petit peu avant. Tu disais que tu as voulu arrêter plusieurs fois, je crois que tu avais fermé
ton entreprise de coaching il y a quelques années. Ouais. Parce que je me souviens, parce que encore une fois je le répète, mais je te suis depuis longtemps, tu disais que les autres te heurtaient trop. Alors est-ce que c'est parce que tu te comparais? Est-ce que c'est parce que tu avais peur finalement de réussir? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période? Comment tu as réussi à te détacher de ça? Et après on va rebondir de toute façon, je pense sur la comparaison, parce que j'aime beaucoup aussi ton approche. On en avait parlé la dernière fois et je pense que ça peut être intéressant de l'évoquer ici. Oui, j'ai arrêté mon entreprise parce que effectivement, comme tu dis, je pense que ce qui me gênait le plus, c'est que j'avais l'impression, en regardant euh, euh, comment mes autres collègues, entre guillemets, elles, avançaient dans l'auto-entrepreneuriat, le fitness, d'une façon qui me paraissait extrêmement fluide, alors que moi, la moindre chose me prenait une journée. C'était terrible de la perte de temps que j'avais à faire la moindre chose. Et je travaillais d'ailleurs énormément la nuit parce que j'étais trop angoissée pour travailler la journée. Donc j'étais vraiment complètement dépressive, vraiment j'étais extrêmement dépressive et je pense que c'est parce que j'ai commencé vers 22 23 ans et que je pense que c'est là où tous les problèmes que j'avais de l'enfance que j'avais vraiment gardés et d'ailleurs que j'avais associés à mon identité qui font que j'ai eu encore plus de mal à bouger rapidement. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, je suis comme ça et je pourrais pas changer. C'est là où tout est remonté parce que l'auto-entrepreneuriat, t'es complètement responsable de tout ce que tu dois faire pour ton avenir et il y a rien de plus terrifiant. Et je me demande encore comment ça se fait que j'ai réussi à passer au-dessus. Enfin, je vais te dire, j'ai commencé à étudier la neurologie. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a sauvé le plus, c'est vraiment d'avoir des bases scientifiques. Parce que le problème quand on est dépressif, quand on a beaucoup d'anxiété, quand on a beaucoup d'émotions négatives, c'est que elles nous isolent du reste. Et ça, c'est ce qui se passait, c'est que au lieu de me comparer aux autres en essayant de me dire que je faisais partie d'une communauté et que grâce à ces personnes, je pouvais regarder quel point j'avais à travailler, j'attachais vraiment beaucoup d'importance à mes croyances et mon estime de moi étaient beaucoup liées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je laisse partir mes croyances très facilement, et notamment les croyances sur qui je suis, comment est-ce que j'avance dans la vie. Et ça, la neurologie m'a apporté beaucoup de réconfort parce que justement, je me suis dit, en fait, je m'isole complètement, alors que ce que je ressens, c'est un sentiment qui est complètement universel, qui est normal, seulement je travaille sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui partagent très très peu de leur négatif, et de toute façon, on n'a pas tous le même point de départ. Moi, j'étais vraiment vraiment pas bien. Il y a des gens qui partent dans l'entrepreneuriat en étant beaucoup mieux que moi. Ouais. Donc voilà, je pense que je m'en suis sortie parce que j'ai justement fait je me suis dit, il faut que j'étudie ça en profondeur, il faut que je décortique. Comme d'habitude, j'ai toujours envie de décortiquer les choses parce que je peux pas juste rester comme ça en me disant je suis condamnée d'être comme ça, c'est pas possible, parce que pourquoi moi et les autres s'en sortent. Ok, et du coup justement, est-ce que tu as des peut-être conseils concrets pour se servir de la comparaison comme une force et tourner ça à notre avantage? Moi j'en ai tourné d'ailleurs un épisode de podcast il y a pas très longtemps où je disais que bah finalement c'était juste normal de se comparer, il fallait arrêter de nous dire qu'il faut arrêter de se comparer, etc. parce que ça peut aussi nous motiver à sortir de notre zone de confort, mais il faut bien le faire. Alors après je dis pas que je suis un exemple parce que je me compare aussi encore beaucoup, trop. mais comment t'as fait toi finalement pour passer outre et en tout cas arrêter justement que ça peut-être que ça t'auto-sabote au fur et à mesure? Pour moi, le problème c'est pas la comparaison, c'est l'émotion qui en découle. Et en étudiant la comparaison, parce que moi aussi j'ai entendu plusieurs fois j'ai tous les mots qui viennent en anglais parce que je parle en anglais toute la journée, la citation qui dit ne compare pas aux autres, compare-toi à celle que tu étais hier. Je supporte pas ce truc parce que j'ai jamais été capable une semaine dans ma vie de ne pas le faire. Et c'est en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était complètement normal parce que les êtres humains ne peuvent pas se définir eux-mêmes de façon intrinsèque et indépendante. Ils peuvent se définir qu'en relation avec quelqu'un d'autre. Donc quand on te dit ne te compare pas à quelqu'un d'autre, c'est juste pas possible. Je trouve cette citation stupide. Voilà, je veux pas mâcher mes mots. Et en fait, quand il s'agit de grandes questions d'identité et de soi, de qui suis-je, on doit regarder les autres. En fait, quand on a des concepts non sociaux qui sont pas disponibles suffisamment convaincants pour la comparaison, on va forcément aller regarder les autres. Et les autres, les gens en fait évaluent leur opinion et leur capacité en se comparant à d'autres personnes pour deux raisons. Déjà, pour réduire l'incertitude dans les domaines où ils se comparent et pour apprendre à se définir. Et la tendance à nous comparer à une autre personne, elle diminue à mesure que, d'ailleurs, la différence
entre nos opinions ou notre capacité et celle de l'autre se ressemblent. En fait, on va forcément plus facilement se comparer à quelqu'un qui est dans le même domaine que nous que quelqu'un qui, je vais pas me comparer à Rihanna par exemple. Oui. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ça signifie qu'on est plus susceptible de se comparer et à un collègue. Et si on cesse de se comparer à ce qui nous fait nous sentir mal, on va avoir tendance à gérer ces sentiments en les détruisant mentalement. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et ça va en fait nous faire ressortir d'autres sentiments qui sont plus confortables, comme la colère, la jalousie. Et ça, c'est aussi des choses où d'ailleurs, j'y pense, ignorer l'autre personne, ce qui pour moi est l'attitude la plus saine des trois, entre guillemets, parce que quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux et qu'on se compare à lui et qu'on se compare négativement à lui, peu importe si c'est un modèle fitness ou quelqu'un qui fait la même chose que nous, je trouve que c'est toujours une bonne idée, même si cette personne est bien intentionnée, arrêter de la suivre. Parce que c'est pas la faute de l'autre personne si on n'est pas bien, et ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est plutôt qu'on a un travail à faire avec nous. Et chaque fois, moi je le dis toujours, qu'il y a un travail de perception. C'est que chaque fois que tu te sens pas bien, c'est parce que tu es en train de projeter quelque chose sur les autres, et chaque fois que tu es en colère contre les autres, pour moi la colère c'est pas une vraie émotion, et en fait on va essayer de rejeter sur les autres ce qu'on ressent à l'intérieur pour soi-même. En fait, la comparaison, elle est négative quand on s'en sert pour estimer notre estime de soi et pas pour s'auto-évaluer. C'est-à-dire que c'est un problème qui est plus profond, qui est attaché à notre identité et pas à nos capacités. En ça, pour retourner du coup l'estime de soi en quelque chose de positif, il faut se demander est-ce que je me compare pour évaluer mes capacités ou ma personne? Est-ce que je me compare pour mon sens de l'identité ou pour mes opinions, mes capacités, etc. Et c'est là que ça va être intéressant d'avoir la comparaison, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je trouve que tu l'as très bien dit, c'est que ça peut nous permettre justement de nous dire où est-ce que j'en suis par rapport à cette personne. Tiens, elle fait ci, ça peut m'inspirer. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le moral aujourd'hui pour le faire, mais je le mets de côté pour plus tard, et je sais que c'est possible de le faire parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ouais, carrément. Donc toi, est-ce que tu penses que la comparaison, finalement, les personnes qui se comparent beaucoup, c'est qu'elles manquent d'estime ou de confiance d'elles-mêmes ou pas forcément? Complètement. Plus tu te compares, moins tu as un sens stable de l'identité, ça c'est sûr. Il y a une grosse forme de victimisation, et je dis pas ça dans un sens péjoratif en mode vous êtes tous des grosses victimes. La victimisation, c'est un terme en psychologie, mais il y a une grosse forme de victimisation qui fait qu'on va rester dans une espèce de mode qu'on appelle le mode freeze en anglais. C'est vraiment où on va être figé, qu'on va être incapable de bouger dans sa vie professionnelle ou personnelle parce qu'on n'a justement pas un sens stable de l'identité. Alors bien sûr, je parle même pas de la comparaison par rapport aux femmes, parce que aussi par rapport aux femmes, c'est quand même quelque chose qui est très présent, parce qu'on a la compétition intrasexuelle, on a un comportement qui est appris par rapport à notre culture, notre société, par rapport peut-être aux générations avant nous, par rapport à l'éducation que nos parents nous ont donnée. Et ça nous fait, si on n'a pas d'estime de soi, on va très rapidement définir sa valeur par des choses aussi superficielles que l'apparence, et ça peut nous créer des problèmes de comparaison, de dysmorphophobie, et voilà, sans mentionner en plus la carrière professionnelle et personnelle qui elle aussi peut être comparée, alors que on vit dans une société qui fait courir après un idéal. On oublie trop souvent que peu importe le nombre de nos filters, on n'a pas ce qui se passe derrière l'écran tout le temps, c'est pas possible, quoi. Ouais, ça faut bien insister dessus, parce que voilà, il faut arrêter de croire que l'herbe est plus verte ailleurs finalement. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Comment t'as changé toi ta perception des choses? Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent que les émotions négatives, elles sont pas faites pour être ignorées ou même supprimées, qu'il faut les vivre. Est-ce que t'as des conseils à nous donner pour bien les vivre, les accepter et du coup changer nos perceptions, que ce soit des choses ou des situations? Oui, alors je vais te donner des conseils, bien sûr, qui marchent pour moi. Je ne dis pas que ça va marcher pour l'ensemble de la population, c'est trop beau, trop bien. Mais c'est vrai que quand je suis pas bien avec une émotion par rapport à ce qu'une autre personne me crée comme émotion, déjà je sais que c'est de ma faute et que c'est pas de la faute de l'autre personne. Ça, j'en ai conscience à l'heure d'aujourd'hui, mais ça m'empêche pas quand même de me sentir mal. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me poser avec. Moi, personnellement, ce qui m'apaise beaucoup, c'est de l'écrire, parce que j'arrive en fait à me dire que finalement c'est quelque chose qui est totalement normal, et que je ne dois pas être si dur avec moi-même, parce que le problème aussi, c'est que quand on n'a pas d'estime pour soi, on est très très dur avec soi-même. Et je pense qu'il faut mieux se connaître, mieux connaître ses points forts, ses points faibles, ce qu'on aime mais aussi ce qu'on n'aime pas, développer un sens critique.
je tiens aussi à préciser spécialement pour les femmes qu'il faut connaître sa physiologie en tant que femme. Et ça, je trouve ça terrible parce que je trouve qu'en France, on n'a pas du tout accès. Ça commence à changer évidemment avec les réseaux, à de solides connaissances sur sa physiologie. Mais quand on se compare à quelqu'un d'autre, il faut savoir mais quelle est ma morphologie, quelle est ma routine, quel est mon statut hormonal, parce que malheureusement, on n'est pas bien accompagné par les médecins, donc c'est bien quand même de savoir pourquoi est-ce que moi je ressemble pas à telle personne et pourquoi je ressemblerai jamais à telle personne, pourquoi est-ce que j'aurai jamais des quadriceps supramassifs qui rentreront plus dans mes jeans. Ça, aujourd'hui j'ai accepté cette idée-là parce que si j'avais continué à me focaliser là-dessus, mais j'aurais été toujours déprimée. Alors d'aujourd'hui, je connais ma physiologie, je connais ma génétique. Quand je regarde quelqu'un d'autre, je me dis, est-ce que cette personne-là fait quelque chose de plus que moi? Est-ce qu'elle travaille plus ses quadriceps? Non. Est-ce qu'elle mange plus? Non, pas forcément. Dans tous les cas, le nombre de calories ne veut pas dire non plus grand-chose. C'est encore un autre sujet compliqué, mais dans tous les cas, il faut se connaître et il faut connaître ses points forts et ses points faibles, et surtout avec le temps, il faut apprendre à les accepter. Tu me demandes comment s'asseoir avec ses émotions négatives. Il n'y a pas de comment. Il faut s'asseoir avec ses émotions négatives. Il faut le prendre le temps de les analyser parce que dans tous les cas, tu ne peux pas les supprimer. Elles resteront toujours là quelque part et elles vont remonter à un moment donné. Donc moi, je trouve que la journalisation, c'est très bien pour ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis je rebondis, mais c'est vrai que c'est la même chose, je trouve, en business. Alors toi, tu parles de physiologie, mais en business, il faut aussi voir pour les entrepreneurs plus du coup qui ont un business à côté. Tu peux pas te comparer à une personne qui a déjà 5 ans d'expérience ou qui a un entourage qui peut aussi leur apporter une certaine visibilité, qui a eu de la chance aussi de faire des grosses études. Enfin, voilà, il y a tout un contexte derrière qu'on voit pas forcément, et c'est important de le rappeler. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi par rapport à ton expérience. C'est vrai que sur les réseaux, bah, tu en parles assez ouvertement, le fait que t'es seule, que t'es été dépressive, que t'as été parfois un peu borderline, que t'es manqué d'amour propre, tout ça. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période et nous expliquer comment t'as fait aussi pour dépasser tes peurs et comment tu l'as vécu, quelles ont été les conséquences? Comment on peut reconnaître aussi peut-être des signes, parce que c'est vrai que tout ce qui est dépression, manque d'amour propre, relations toxiques, enfin il y a plein de termes. On le sait pas forcément quand on est dans une situation comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, où on se dit, on pourrait se poser la question de, ok, bah là peut-être que parfois je me sens triste, mais en fait ouais, peut-être que je suis en dépression. Et voilà, nous parler de ton expérience à ce sujet. Parce que maintenant ça y est, c'est derrière toi, non? Je pense que c'est derrière moi, ouais. En tout cas, c'est sûr que ce sera plus jamais aussi extrême. Encore une fois, je parle de flexibilité mentale, c'est que je sais à l'heure d'aujourd'hui pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Donc tu me dis oui que alors j'ai eu ce diagnostic borderline en France. C'est quelque chose qui m'a longtemps bloqué plus qu'aidé, je tiens à le dire. Je trouve que ça m'a permis un peu de romanticiser mon trouble plus qu'autre chose quand on m'a dit oui voilà vous êtes borderline. Moi, Alors, je te coupe, mais du coup c'est quoi, comment ça a été défini pour toi borderline? Borderline, c'est quelqu'un qui va avoir des émotions très extrêmes. C'est vraiment un cas très très particulier. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que ça collait pas du tout à ma personnalité à moi. C'est quelqu'un qui va avoir des émotions extrêmement extrêmement extrêmes, ça ne veut rien dire, extrêmes, et qui va avoir un sens une peur du rejet extrême, des relations toujours très instables, un sens de l'identité très très instable, beaucoup d'impulsivité, des comportements très destructeurs en fait envers soi-même. Ça peut être danger au volant, addiction par exemple aussi du sexe non protégé, des choses comme ça, comment on dit, j'ai tout qui me vient en anglais, c'est terrible, extreme emotional swings, donc des changements d'humeur extrêmes, une colère explosive. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'avait donné comme diagnostic et qui était ultra précis. Et moi, j'ai un peu de mal à l'heure d'aujourd'hui avec ce genre de diagnostic ultra précis, surtout depuis que j'ai commencé ces études et depuis que j'ai été voir un centre assez novateur à Vancouver, donc dans la ville où j'habite, qui m'a permis de rencontrer un neurologue qui, lui, m'a fait passer des scanners du cerveau et qui, lui, au lieu de me dire « vous souffrez de ça, vous avez ça », m'a dit « vous avez des dérégulations, vous avez des parties du cerveau qui fonctionnent mieux que d'autres, qui fonctionnent trop, et vous en avez qui sont censés vous réguler, qui fonctionnent pas assez. » Aujourd'hui, je pourrais vous donner, par exemple, un diagnostic qui se rapprocherait peut-être de TDAH, donc tout ce qui est déficit de l'attention ou d'autisme, parce que vous avez l'air d'être dans ce spectrum-là. Mais je veux surtout pas vous donner un diagnostic précis,
ici, ce qu'on va faire, c'est pas juste parce qu'en fait, si tu veux, des fois, le problème, et c'est ce que j'ai rencontré avec beaucoup de gens qui me suivent, avec qui je parle de psychologie, c'est que les gens veulent absolument un diagnostic. Et ils pensent que ça va s'arrêter là, que c'est le début de leur nouvelle vie. Alors que finalement, pour moi, en tout cas, c'est mon opinion, je pense que ça n'aide pas forcément de dire absolument vous souffrez de ça en particulier, plutôt que de dire vous avez des dérégulations et il va falloir les réguler avec du travail. Et c'est la même chose pour tout le monde dans tous les cas. En tout cas, quand c'est des troubles comme le borderline, ça peut très bien se régler avec des thérapies, ça peut très bien se régler avec un travail de tous les jours. Mais c'est pas quelque chose qui moi m'a aidé en tout cas, parce que je trouve que je l'ai vraiment associé à mon identité et que j'ai eu du mal à m'en détacher, parce que quand on n'a pas un sens stable d'identité, on va se rattacher à beaucoup de choses qui peuvent justement nous nourrir, et ça peut être des choses négatives comme ça aussi. Donc cette rencontre avec ce neurologue, et du coup avec mes études, les livres que j'ai lus, c'est ça qui, je pense, m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux. Je vais aussi mentionner les psychédéliques. Bon, alors ça, je vais pas en parler trop parce que c'est pas légal en France, c'est à peine légal au Canada. Mais ça aussi, ça m'a énormément aidé à voir de l'intérieur que en fait, j'avais pas une image complète de moi-même, que j'étais vraiment ancrée dans beaucoup de croyances, ce qu'on appelle des distorsions cognitives, où j'étais vraiment persuadée que j'étais, par exemple, trop sensible, très impulsive, toujours à m'attacher très vite aux gens, ce qui est absolument plus le cas aujourd'hui. Et j'ai réglé le problème en l'espace de quelques mois, hein, donc c'est pas quelque chose qui était un trouble mental tel que ça m'aurait pris toute une vie pour le régler. C'est vraiment en prenant conscience. Je dis pas que tout de suite ça s'est réglé, mais en tous les cas, à chaque fois, ça dure moins longtemps. À chaque fois que j'ai des grosses crises comme ça, où je me dis putain, je suis trop attachée à cette personne, ou alors je suis trop sensible, genre, je pleure pour rien, c'est quelque chose qui va durer beaucoup moins longtemps qu'avant. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille à chaque fois, et à chaque fois ça se réduit parce que, encore une fois, flexibilité mentale, on n'est pas censé passer d'un extrême à l'autre. C'est vraiment un travail de tous les jours. Mais est-ce que ça, c'est parce que on te l'a dit, tu l'as entendu, et du coup tu t'es dit que voilà, t'étais trop sensible, que tu t'attachais aux gens parce que on te l'a dit, ou alors c'était naturel chez toi? Non, j'ai toujours été très très dépendante affective. J'ai toujours été très dépendante affective, et j'ai toujours beaucoup je me mettais dans des états incroyables, je me mettais dans des relations abominables. À chaque fois, je me mettais vraiment dans des situations où je cherchais toujours à confirmer qu'on m'aimait pas, mais ça c'était inconscient, que je cherchais toujours des relations où on me prouvait que j'avais aucune valeur. Et ça, je m'en suis rendu compte justement petit à petit en faisant mes recherches, en me disant mais en fait toutes ces choses que je croyais de ma personnalité, c'est pas du tout le cas, quoi. Et comment justement t'as su que tu manquais peut-être d'estime de toi, d'amour propre, de confiance? Est-ce que tu t'es plongé dans les livres dans ce cas-là, et c'est là où tu t'es rendu compte qu'en effet tu manquais de certaines choses, ou alors c'est vraiment des thérapies, ou alors peut-être un mélange d'ailleurs? Oui. Alors moi, je pense que c'est beaucoup le fait d'avoir lu, d'avoir consulté du coup ce neurologue, d'avoir fait des séances qu'on appelle des séances de neurofeedback, qui, elles, je précise, sont disponibles en France si ça peut intéresser. Je connais une personne, si jamais. Très bien. Donc je m'en suis rendu compte au fil de mes lectures, parce que je me suis rendu compte que comment on sait qu'on manque d'amour propre. Il y a quelques questions à se poser. Par exemple, quelles actions et activités vont te faire sentir que tu as un but qui est vraiment légitime, qui est vraiment aligné avec tes croyances. Quelles sont ces croyances? Quelles sont ces valeurs que tu partages? Attention, quand je dis ça, il faut pas penser les valeurs les croyances qu'on m'a inculquées au fil des années, parce que ça aussi c'est quand même compliqué. Quand on manque d'amour propre, on a tendance à vraiment être influencé par beaucoup de monde, et malheureusement c'est pas vraiment nos croyances fondamentales, et ça il faut passer au-dessus. Comment est-ce que je peux transformer une expérience difficile en quelque chose de positif, en une opportunité pour grandir? Comment est-ce que je définis personnellement le succès professionnel et personnel? Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant que j'essaye de mettre en place tous les jours, parce que chaque fois, je me dis, je mets la barre trop haut par rapport à mes capacités. Comment est-ce que tu fais pour passer au-dessus de tes peurs? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un un proche qui est dans le même état que toi, qui a du mal avec son estime de soi? Parce que souvent, on a beaucoup plus de mal quand on manque d'estime de soi. On a beaucoup plus, de facilité quand on manque d'estime de soi à sauver les autres, parce que ça nous conforte dans l'idée qu'on a une valeur parce qu'on est utile. Et la dernière question que je trouve vraiment, vraiment très intéressante, et je pense que c'est là où on sait qu'on manque d'amour de soi, c'est: est-ce que tu t'es déjà senti triste, en colère ou seul dans ton enfance? Et si oui, est-ce que quelqu'un était là pour t'aider? Et généralement, les gens qui vont manquer d'estime d'eux, ils vont te dire non.
Non, j'ai pas l'impression que quelqu'un était là pour m'aider quand je ressentais ces sentiments-là. Parce que un enfant, il a au moins 4 besoins inéluctables qui sont la relation d'attachement. Donc ça, c'est l'enfant, comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il se sent aimé? C'est pas juste le parent qui dit voilà, j'aime mon enfant. Il faut vraiment que l'enfant le sente. Un sentiment de sécurité qui permet de prendre une pause, en fait, de pas avoir toujours à travailler pour avoir l'approbation du parent. Une permission de ressentir des émotions, surtout les émotions négatives comme la colère, la tristesse ou la douleur. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire avec mes parents, j'ai jamais pu être vulnérable. Et ça aussi, c'est un gros problème pour les émotions négatives. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, font partie de l'expérience humaine. Mais si on a appris qu'on n'est pas en sécurité pour les exprimer, on apprend que nos émotions et donc nous-mêmes n'ont pas leur place d'exister. Et la quatrième, c'est de pouvoir jouer, explorer, parce que c'est crucial, voilà, pour le développement du cerveau. Ok, ouais, je vois. Ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est des questions que je m'étais déjà posées parce que on m'a toujours dit, et puis j'en ai conscience que je manquais un petit peu de confiance et d'estime de moi-même, et pourtant, quand je regarde à mon enfance, il y a rien qui fait que je pourrais manquer d'amour propre ou d'estime de moi. Enfin, j'ai tout, ouais, il y a tout qui s'est bien passé, même dans l'entourage, les amis, etc. Et c'est vrai que c'est hyper difficile à chaque fois ces questions, et tout le monde me dit non, il a dû se passer quelque chose, et je suis en mode, bah, écoute, je vois pas. Alors, ça, je comprends totalement ce que tu me décris là. On m'a souvent fait la remarque. Alors, il faut savoir qu'il y a les traumas, les gros traumas, c'est-à-dire les événements, des gros événements perçus comme des traumas. Et il y a des petites actions de tous les jours dont on se rend pas forcément compte. Déjà, et ça, il faut le prendre en compte, c'est que t'es pas obligé de passer par un trauma extraordinaire juste une fois dans ta vie pour que ça reste et que ça te reste ancré en toi. Ça peut avoir été des petites remarques du quotidien ou même une petite remarque une fois qui t'est restée dans la tête et que t'as oublié. Déjà. Il y a aussi l'idée que notre éducation, c'est pas parce qu'on a pas un parent qui est ultra narcissique ou un parent qui est ultra autoritaire qu'on a un parent qui va faire parfaitement les choses. Par exemple, le fait de pas être capable de poser des limites à son enfant, d'être trop flexible, ça aussi, ça peut être un problème pour l'enfant parce qu'il peut ne pas savoir où sont ses limites et là aussi, il peut y avoir un manque d'amour propre à la fin comme résultat. Donc voilà, c'est des pistes que je te donne à réfléchir parce que c'est vrai que parfois c'est tellement sournois, on va dire, qu'on peut pas forcément se rendre compte de tout ce qui nous a impacté. Mais quand on est enfant et quand on est en plein développement, on est à cœur vif, on est à cœur ouvert. Donc c'est très facile de se faire influencer par tout et n'importe quoi. Oui, et puis c'est difficile de se souvenir de tout ça. Exactement. J'adorerais moi avoir une cassette de ma vie ou pas peut-être. Je sais pas si j'aimerais en fait, mais je serais curieuse de voir tout ce que j'ai, mon subconscient a dit hop là, ça c'est à la poubelle parce que c'est trop compliqué. Tu m'étonnes. Oui, ça pourrait être chouette. Et quelles sont du coup les conséquences d'un manque d'amour propre ou d'un manque d'estime de soi? Est-ce qu'il y a des conséquences, alors autant sur la vie perso que sur la vie pro, parce qu'on est toutes les deux entrepreneurs et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont nous écouter aussi. Donc est-ce qu'il y a des conséquences que toi tu as remarquées de manière assez générale? Syndrome de l'imposteur. De toute façon, c'est toujours avec le manque d'estime de soi, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est juste, je suis en train d'endosser un rôle. Et surtout, quand on a des gens qui commencent à nous suivre, qui commencent à nous donner de l'attention, c'est encore plus stressant. C'est pas le fait d'avoir des gens qui nous donnent de l'approbation. Ça va vraiment nous apporter un sentiment de récompense à court terme. C'est-à-dire qu'on va jamais être rassasié, on va toujours avoir besoin de plus, on va toujours être soucieux des chiffres, on va toujours être soucieux de sa performance. Et ça, c'est quelque chose qui fait que on n'est jamais content, on n'est jamais heureux, on n'est jamais épanoui dans son activité professionnelle parce que on se sent pas digne de toute l'attention qu'on reçoit. Et à l'inverse, quand on reçoit pas cette attention-là, on se dit, ben voilà, c'est bon, ça confirme ce que je pensais de moi, je suis pas fait pour ça. Et c'est vrai que ça peut aussi bloquer. Donc, dans tous les cas, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui bloque énormément. Et bien sûr, d'autres conséquences, il y a la dépendance affective, et l'addiction qui, pour moi, sont intrinsèquement liées. Quand t'as une addiction, c'est que t'as une dépendance affective. Et quand t'as une dépendance affective, c'est quand t'as un manque d'estime de soi. La comparaison, le people pleasing, l'impulsivité, le stress, l'anxiété. Et comme je te disais, l'état figé et d'évitement. Alors moi, je suis la star de l'évitement. J'adore éviter tout ce qui ne me plaît pas. Donc je repousse au maximum au dernier moment. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler parce que je me dis que malheureusement, en vivant dans l'évitement, certes, j'évite ce qui m'est inconfortable, mais aussi je vis pas. Donc j'essaye ça aussi de le dépasser, de dépasser mes peurs. Ouais, j'allais rebondir sur ça justement parce que je me l'étais noté. J'avais vu que tu disais que la procrastination justement c'était une stratégie d'évitement et que toi tu l'associais en tout cas à un manque d'estime de soi, mais qu'il y avait une différence entre la procrastination et le manque de motivation finalement.
Oui, tout à fait. C'est pas un manque de motivation qui fait qu'on procrastine, c'est vraiment le fait qu'on a peur de l'échec et en fait on fait une activité, on entreprend une action pas parce que on a hâte, qu'on est enthousiaste et qu'on a vraiment envie de réussite, c'est parce qu'on a absolument peur de l'échec. Et ça, c'est vraiment une question d'ego. C'est parce qu'en fait, on n'a pas assez d'ego. L'ego, je parle pas de l'ego au sens égocentrique. Je parle de l'ego au sens psychologique du terme. C'est que il faut avoir un ego qui est équilibré entre son authenticité et ses attachements pour pouvoir fonctionner normalement. Et malheureusement, quand on a un manque d'estime de soi et quand on procrastine à fond, c'est parce que on a justement trop d'attache à ce que les gens pensent de nous et on n'a pas assez d'attache à notre propre authenticité parce qu'on n'a aucune idée de qui on est sans les autres. Ah ouais, ça me parle beaucoup ça. De toute façon, ça c'est des sujets où je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais ce qu'on va retenir, ce qu'on va retenir avec ce que tu viens de nous dire, c'est que chaque problème finalement auquel toi t'as été confronté, ça a été finalement enrichissant pour toi à partir du moment où t'as décidé de laisser exister ce problème, de prendre le temps de comprendre le pourquoi du comment et de l'accepter finalement. Et à partir du moment où tu l'as accepté, c'était plus ou moins derrière toi. Peut-être plus que moins parfois. Non, mais tout à fait. Encore une fois, je le dis, le fait d'avoir des dérégulations comme ça isole énormément des autres. Alors que quand on vous dit, mais voilà, vous avez certaines parties du cerveau comme, je sais pas, le cortex orbitopréfrontal, le cortex préfrontal, etc., le cortex insulaire, qui rendent difficile le fait de recevoir l'information de manière factuelle. Là, tu réalises qu'en fait, mais c'est pas juste moi, c'est juste que ça affecte énormément de gens et il y a des études qui ont été menées là-dessus. Et ça, à partir du moment où tu le comprends, ça te reconnecte aux autres. Et c'est vraiment ce sentiment-là qu'il faut, c'est que certes, tu souffres trop d'attachements, mais c'est surtout que tu souffres trop d'attachements qui sont négatifs. Tu es toujours sur la défensive, toujours sur la protection, toujours dans la peur. Et il faut rééquilibrer ces attachements et il faut qu'ils deviennent plus sains, évidemment. Ouais, ça c'est pas quelque chose de facile. Sans aucune transition, je voulais qu'on parle alors pareil, on avait parlé brièvement ensemble et je pense que ça peut être intéressant d'en parler dans ce podcast, comment le système digestif, comment l'estomac influence nos comportements. Est-ce que ça a une influence sur notre manière de travailler? Parce que je sais que il y a beaucoup de choses qui sont liées de toute façon dans notre productivité, finalement, dans notre manière de travailler. Et on est encore trop peu, j'ai envie de dire, informé sur justement le système digestif et l'impact finalement de ce qu'on mange. Et voilà, peut-être que c'est un peu plus scientifique, mais si tu peux nous aiguiller un petit peu sur ça, je suis preneuse. Bien sûr. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas que le système digestif qu'on devrait écouter en tant que femme, mais de toute façon, tout est lié. Mais il y a aussi le cycle menstruel que moi, j'écoute beaucoup plus qu'avant. Des fois, je me dis, putain, je suis vraiment pas motivée. Je regarde à quelle période du cycle menstruel je suis. Ah, mais je comprends pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Des fois, je me lève. J'avais fait un épisode de podcast avec une experte justement cycle menstruel et du coup, on avait parlé pendant presque une heure et c'était hyper intéressant de voir à quel point, en fait, il faudrait que nos actions soient en fonction de la phase dans laquelle on se trouve. Oui, mais tout à fait. Mais vraiment, énormément, j'y attache de plus en plus d'importance sur les programmes sportifs, mais vraiment dans la vie de tous les jours, en tous les cas, on n'est pas dans une société qui permet aux femmes. Regarde, je pense que je sais plus si c'est en France ou en Espagne que c'est passé cette loi pour les gens pour les femmes qui ont leurs règles et qui peuvent s'arrêter et qui sont quand même qui sont pas mises en arrêt maladie. Ouais. Donc voilà, ça c'est des choses. On n'est pas dans une société, donc c'est normal. Il y a personne qui a un bon système digestif dans cette société. C'est totalement normal. On vit pas dans une société qui veut notre bien. Voilà, je veux pas être la conspiration théoriste, mais je sais que c'est difficile de fonctionner dans une société qui nous demande de performer en permanence. Donc la connexion intestin-cerveau, c'est pas une blague. Cette connexion, fait que en fait l'anxiété peut causer des problèmes digestifs et vice versa. Par exemple, il y a certaines situations qui vont te rendre nauséeuse. En anglais, j'aime beaucoup cette expression, on l'a pas en français, qui s'appelle gut feeling. Donc c'est l'instinct et gut c'est le système digestif. Donc quand on a un gut feeling, c'est-à-dire quand on a l'instinct qu'on sent dans l'estomac, par exemple quand on a des papillons dans l'estomac, quand on tombe amoureux, des choses comme ça, on utilise ces expressions pour une raison. C'est parce que le tube digestif est vraiment sensible aux émotions et tous ces sentiments peuvent déclencher des symptômes dans le système digestif et des problèmes chroniques. C'est vraiment quelque chose de très nouveau d'ailleurs, c'est que les scientifiques commencent vraiment à appeler le système digestif le deuxième cerveau, et ce petit cerveau, il a un autre nom qui s'appelle le système nerveux entérique. Et donc la recherche du coup suggère que l'activité du système digestif peut aussi affecter les capacités cognitives. D'ailleurs, je souligne qu'il y a des gastro-entérologues, je sais pas si ça se fait en France, mais je sais que ici on prescrit
certains antidépresseurs, par exemple pour le syndrome de l'intestin irritable. Pas parce que le problème est entièrement dans la tête du patient, mais parce que ces médicaments vont calmer les symptômes dans certains cas et agissent du coup sur les cellules de l'intestin. Par exemple, pour le SIBO, je sais pas si tu connais, donc c'est une prolifération bactérienne du petit intestin qui en fait il y a trop de bactéries et en fait ça se produit en fait quand elles s'accumulent dans l'intestin grêle et ça crée un déséquilibre du microbiote intestinal normal et ces bactéries elles peuvent consommer des nutriments qu'on mange et du coup ça va créer des carences en nutriments et ces carences en nutriments vont également impacter bien sûr nos capacités cognitives. Tu me disais que tu avais par exemple des problèmes de mémoire, donc ça peut très bien être lié à ça. Autre exemple, par exemple, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui contrôle et stabilise l'humeur et les fonctions dans le cerveau. Et ces neurotransmetteurs, on les retrouve à 95% aussi au niveau du système digestif. En fait, ces neurotransmetteurs, quand ils sont déséquilibrés, ça va affecter comment la nourriture se déplace dans le système, quelle quantité de liquide est sécrétée dans les intestins, comment les intestins sont sensibles aux sensations comme la douleur et la plénitude après avoir mangé. Voilà, certains récepteurs sont aussi responsables de l'envoi de messages au cerveau qui signalent des nausées, des ballonnements, de la douleur. Donc là, il y a pas de doute que le système digestif et le cerveau sont tous les deux liés. Et on a plein d'exemples comme ça, mais pas que pour le SIBO, pas que pour la sérotonine, mais pour tous les autres problèmes qu'on a avec le système digestif. On retrouve ce problème-là, par exemple le leaky gut qu'on appelle, c'est la perméabilité intestinale. Ça aussi, ça peut être causé par de l'anxiété. Oui, donc en fait, la partie mentale va avoir des conséquences sur le système digestif et inversement. Oui, exactement. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils pour justement peut-être prendre soin de notre système digestif ou alors dans ce cas-là de notre mental pour avoir des répercussions dans le système digestif inversement, mais voilà, en prendre un petit peu plus soin. Alors, il faut savoir déjà que les femmes ont beaucoup plus de problèmes digestifs. Il y a des différences biologiques qui jouent dedans, donc c'est aussi normal qu'on ait des problèmes digestifs plus souvent que les hommes. Par exemple, les hormones vont affecter, par exemple, pendant les règles, par exemple, on va avoir plus d'épisodes de diarrhée ou alors des ballonnements inconfortables et même des nausées. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément éviter tout le temps. Par exemple aussi, on a une glande thyroïde qui peut être déséquilibrée et ça, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de problèmes d'hyper ou d'hypothyroïdie et ça aussi entraîner des problèmes digestifs. Et ça, c'est aussi, voilà, dans la société dans laquelle on vit, c'est juste, comme tu le dis, c'est pas possible forcément d'éviter toujours les problèmes digestifs. Mais c'est sûr qu'il faut réguler l'anxiété. On peut aussi très bien prendre des suppléments. Alors, je vais pas forcément recommander un max de suppléments comme ça au hasard, juste parce que je préfère quand même que les personnes consultent directement parce qu'il y a tellement de cas différents. Il y a le SIBO, le leaky gut, la maladie de Crohn. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être susceptibles d'être diagnostiquées. Donc, c'est pas forcément possible pour moi de te dire quoi prendre comme supplément. Il y a des suppléments en général qui peuvent être top, comme moi, je prends de la L-glutamine et je vois très bien les effets sur ma peau parce que moi, j'avais beaucoup d'acné avant et je sais que c'était du leaky gut parce que je prends de la L-glutamine et ça m'aide beaucoup. Peut y avoir aussi le collagène. Mais dans tous les cas, il faut pratiquer, par exemple, une activité physique. Il faut avoir une alimentation saine. Bon, après ça a vraiment des recommandations un peu bateau. Réduire, voilà, au minimum l'utilisation du téléphone, le temps d'écran. Voilà, prendre soin de soi, réduire par exemple peut-être sa consommation de caféine ou alors il faut aussi regarder ses relations parce que je trouve que c'est souvent nos relations qui posent problème. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui rapportent que quand ils sont en dehors du travail ou alors quand ils sortent d'une certaine relation, leur problème digestif s'arrête. Donc il faut vraiment adresser ça de manière individualisée. C'est quand même difficile. Je vais vraiment sortir que des trucs hyper bateaux, genre faites du yoga, ce qui est pas forcément voilà super parlant, je pense, quand on souffre de problèmes comme ça. Oui, et puis c'est vrai que c'est difficile, mais après ça fait une petite piqûre de rappel et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu trop à l'oublier, encore une fois, encore plus quand on est à notre compte. On se fait passer derrière tout en fait, on se fait littéralement rouler dessus généralement par notre business et le fait de prendre soin de soi dans sa globalité, c'est pas une priorité et moi je l'ai vu moi la première d'ailleurs, et c'est vrai que le système digestif en a pris un coup et à chaque fois que je vois des thérapeutes ou autres, on me dit mais alors vous, il y a tout qui passe dans votre cerveau, dans votre ventre, c'est vraiment votre cerveau, il y a tout qui est stocké dans votre ventre, etc. Et je suis en mode oui je sais, moi les ballonnements, etc. ça me connaît, vous en faites pas.
Oui, mais on n'a jamais vu quelqu'un avec un microbiote en parfait état, un système digestif en parfait état, ce qui est vraiment déplorable parce que il y a une citation qui dit la santé commence dans le système digestif. Ce qui est vrai, c'est que malheureusement c'est triste, hein, mais c'est pas juste ce qu'on mange qui affecte le système digestif parce que honnêtement, il y a eu depuis 10 ans, je mange à peu près toujours la même chose. Il y a eu des moments où j'étais beaucoup plus en rétention d'eau, beaucoup plus gonflée, beaucoup plus d'acné, alors que je mangeais exactement la même chose. Mais il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en jeu que c'est pas possible de juste se fier à ça, quoi. Oui, non, c'est sûr que là, c'était de manière, on va dire, très générale. Mais si jamais les personnes, du coup, qui nous écoutent ont ce genre de problème, je pense que c'est important en fait, de se faire accompagner, d'aller voir directement quelqu'un pour traiter la cause et pas seulement le symptôme. Ouais, malheureusement, c'est vrai qu'en France, la médecine, les médecins sont très réticents à prescrire des prises de sang. Il faut, je pense, investir de sa poche parce qu'il faut aller voir des naturopathes qui, eux, vont vraiment aller jusqu'au bout des choses, qui vont vraiment aborder le terrain et adresser les causes et pas les symptômes, comme tu dis, parce que c'est vrai que moi, je me rappelle quand je souffrais de règles, de maux syndrome prémenstruel très 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 intense au point où je m'évanouissais et je vomissais. La seule chose que le médecin me prescrivait, c'était de la codéine. Donc en fait, qui règle absolument pas mon problème hormonal sous-jacent. Donc c'est aussi compliqué pour les femmes, je pense, de s'y retrouver parce qu'on n'est pas dans un système médical qui nous aide, quoi. Oui, c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Merci en tout cas pour ce partage de tes réflexions hyper pertinentes et très profondes sur l'ensemble de ces sujets. Est-ce que tu aurais un conseil, vraiment une chose à dire que tu as envie de transmettre, que ce soit un message ou un conseil pour les personnes qui se basent beaucoup sur les apparences, qui ont envie de ressembler à quelqu'un d'autre et qui risquent du coup de stagner ou de laisser tomber et qui n'exploitent pas finalement leur plein potentiel? Sortez des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut faire un gros tri sur les réseaux sociaux si vous vous sentez comme ça au quotidien. C'est que dans tous les cas, le changement est toujours très inconfortable et même si c'est pour aller vers du positif et même si c'est pour se faire plus de bien, on a tendance à toujours revenir sur les mêmes loops entre guillemets où on va essayer de continuer à se confirmer qui nous sommes par rapport à ce que nous voyons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin des autres pour se définir et malheureusement on choisit parfois les mauvaises personnes parce que on veut se motiver et au final c'est pas de la motivation, là c'est plus une chimère, quoi. C'est plus une chimère parce que si tu te après c'est l'erreur de pas mal de monde quand on commence la musculation de vouloir absolument être dans le haut du panier, mais ça il faut aussi le dire, c'est comme l'auto-entrepreneuriat, on sera jamais satisfait de là où on est. Et je pense que c'est pas parce qu'on accomplit un objectif qu'on va arriver à on peut se sentir fier de soi sur le moment, mais je pense que ça dure jamais parce que le but c'est pas d'arriver à un objectif, c'est vraiment de continuer de travailler. Et ça, je pense que c'est important, c'est ça qui fait qu'on lâche jamais la musculation, c'est que on aime travailler et pas qu'on veut accomplir un certain objectif parce que sinon on va dans la majeure partie des cas, on va laisser tomber. Ouais. Mais de toute façon, je trouve que maintenant, on est tous habitués à vivre dans une société où tout va extrêmement vite, les choses vont vite, on veut des résultats hyper vite parce que on est naturellement fermé, on va dire, au changement, parce que forcément c'est pas très agréable de subir, c'est pas agréable de se remettre en question, c'est pas agréable peut-être de stagner, etc. Mais c'est important, je trouve, de le rappeler. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont plus de résultats, que ça soit physique, que ça soit monétaire, que ça soit peu importe, que nous on doit absolument avoir ces résultats-là. Il faut partir de son point de départ et puis faire en fonction de soi. Et je trouve que dans l'adversité, on a toujours des ressources vraiment insoupçonnées et ça il faut le garder en tête. C'est vrai. C'est difficile parfois parce que on va pas forcément être dans une période de sa vie où on va être capable de le voir. Et ça, il faut aussi accepter que on n'est pas au même point que les autres. Et ça, pour moi, ça a toujours été très difficile d'accepter que il y a des nanas qui ont une vingtaine d'années. Moi, j'en ai presque 30 et qui sont déjà super accomplies niveau professionnel. Ça, des fois, je me dis, mais en fait, si je commence à m'arrêter là-dessus, je vais encore me retrouver dans ce cercle de victimisation et ça m'intéresse plus maintenant de le faire. Avant, ça me prenait trop d'énergie et j'en ai marre de me concentrer trop me concentrer sur les autres, parce que c'est pas une question de pas se concentrer sur les autres, c'est bien de se concentrer sur les autres, mais dans une certaine limite et surtout, qui choisis-tu de suivre? Voilà, c'est ça, c'est la note de fin. Arrêtez de suivre des gens qui vous font vous sentir mal, pas parce que forcément ils veulent votre mal, mais parce que vous-même vous voulez votre mal et vous essayez de vous confirmer à travers cette personne. Ouais, mais ça c'est un très bon conseil, c'est vraiment faire le tri dans ses abonnements. Mais vraiment, hein, je te jure, moi j'ai fait un tri, même sur TikTok, j'ai vraiment juste pour poster mes vidéos parce que tu sais, tu choisis pas
qui tu follow sur TikTok, t'as une espèce de menu où c'est vraiment des vidéos qui sont sélectionnées en fonction de toi ce que tu postes. Et je regarde jamais là parce que alors là, sinon ça va être un gouffre où je vais faire que scroller et ça ne m'intéresse plus de faire ça. Je perds du temps, de l'estime de moi pour absolument aucune raison. Ah non, mais t'as bien raison. Il faut se mettre ses propres limites. Mais en tout cas, merci encore vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes actualités? 1, 2, 3, tes actualités. Écoute, pour l'instant, je viens de finir tous mes programmes, donc je suis vraiment à fond sur ma formation là sur la méditation. Donc je vais regarder ça dans quelques mois si je vais ouvrir d'autres, je sais pas, peut-être un YouTube. Je vais peut-être regarder ça. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, c'est vraiment que Instagram, un petit peu TikTok, mais pas trop parce que ça me rend dingue. Mais pour l'instant, c'est que Instagram sur Womancop. Oui, et puis t'as plein de programmes de toute façon qu'on peut acheter. Voilà, exactement. Enfin, plein. J'ai réussi à en accomplir quelques-uns au fil des années, contrairement à mes collègues qui en ont accompli 15. Mais, oui, mais ils sont très bien. C'est le principal. J'en suis contente. Et puis, surtout, comme je le dis tout à l'heure, c'est pas le fait d'accomplir quelque chose qui va nous satisfaire sur la durée. Il faut continuer de travailler. Exactement, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Romane. Je mettrai de toute façon tous tes liens en description. Et puis, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.